nous allons dans le fond de la mer sous la forme d'un courant vertical irrésistible. Et d'années. Lorsque l'eau des profondeurs regagne enfin la surface, elle commence une nouvelle vie en se mêlant à des courants plus chauds et plus rapides. Vu de l'espace, les océans apparaissent comme une entité infinie traversée de tourbillons. La température des courants de surface varie selon l'énergie solaire qu'ils reçoivent. À terme, c'est ce qui détermine la quantité de vapeur d'eau libérée dans l'air. Ce sont ces variations qui entraînent les changements saisonniers sur Terre et dans les océans. À l'automne, lorsque le Gulf Stream se refroidit, les érables de la Nouvelle-Angleterre rougissent à perdre leurs feuilles. 6 mois plus tard, de l'autre côté du globe, un autre courant, le Kuroshio, se réchauffe et déclenche la floraison des cerisiers japonais. Des processus analogues se produisent aux 4 coins de la planète. Ils y déterminent les cycles des saisons et de la vie. Vu de l'espace, l'océan et l'atmosphère sont très liés. Ils forment un système constant et unifié par l'eau. La quantité d'eau présente dans l'air à tout moment équivaut à 12 000 milliards de tonnes. Chaque orage, chaque goutte de pluie appartient à ce vaste dispositif qui alimente en grande partie l'activité de notre planète. Mais ce mécanisme est plus complexe qu'il n'y paraît. Le flux de saumure froid provenant de l'Antarctique va bientôt subir une nouvelle transformation en étant confronté à l'un des systèmes les plus violents de la Terre. Lorsque l'eau et le feu se rencontrent, quelque chose de prodigieux survient. C'est ce processus qui est à l'origine de la quasi-totalité de la vie. À l'ouest des côtes péruviennes, les eaux s'agitent frénétiquement. Et l'eau rouge s'appelle dévore. Attirés par les poissons, les prédateurs marins et les oiseaux convergent par millions chaque année dans ces eaux. La densité de la vie marine est ici l'une des plus fortes du globe, ce qui explique la présence des hommes. Ce lieu n'est pas qu'un territoire de chasse. Il illustre la manière dont 2 systèmes peuvent interagir pour entretenir la vie. Le premier est le cycle de l'eau. Le second provient des entrailles de la Terre constituées de matière en fusion.
C'est là que naissent presque tous les éléments nécessaires à la fabrication de la vie. La Terre n'est pas une boule de roche dure, mais une sphère de fluide en fusion recouverte d'une croûte solide. Sa surface est comme l'amplitude d'une goutte. Elle est instable par nature. Un séisme frappe la ville de Sendai avec une telle violence que certaines parties du Japon progressent de 2 mètres vers le continent américain. Dans le même temps, de l'autre côté du globe, un volcan entre en éruption. Il crache un gigantesque panache de cendres et de vapeur qui s'élève jusque dans la stratosphère. Les phénomènes d'une telle intensité sont causés par les courants de roches en fusion qui circulent en permanence sous la croûte terrestre. Ces flux sont alimentés par la désintégration radioactive du noyau de la Terre. Cette matière qui se répand en perçant l'écorce terrestre fournit des éléments essentiels à la vie. L'eau et le feu interagissent en plusieurs endroits du globe. Mais c'est au fond des océans que leur rencontre est la plus féconde. Dans l'océan Atlantique, par 2500 mètres de profondeur, il existe une chaîne de volcans sous-marins. Les éruptions déversent de la lave et des gaz brûlants. Elles ponctuent un voyage qui a duré 25 millions d'années en provenance du noyau de la Terre. C'est un environnement acide et toxique où les pressions sont des centaines de fois plus élevées qu'à la surface. C'est ici que la chimie élémentaire de la vie prend forme. Les gaz réagissent violemment avec l'eau de mer riche en oxygène provenant de l'Antarctique. Les minéraux brûlants issus des entrailles de la Terre se dissolvent. Ils réagissent avec l'oxygène pour donner des substances riches en nutriments. L'eau de mer, désormais saturée en minéraux, émerge alors à travers des cheminées hydrothermales. Ces concrétions semblent héberger des organismes vivants. On dit qu'ici, ils réagissent
fusion déverse de la lave et des gaz brûlants. Elle ponctue un voyage qui a duré 25 millions d'années en provenance du Moyen-Orient. C'est un environnement acide et toxique où les pressions sont des centaines de fois plus élevées que la surface. C'est ici que la chimie élémentaire de la vie prend forme. Les gaz réagissent violemment avec l'eau de mer riche en oxygène provenant de l'Antarctique. Les minéraux les gaz vont réagir avec l'eau de mer provenant de l'Antarctique. Ces eaux-là contiennent de l'oxygène. Cet oxygène d'où vient? On a vu que dans l'Antarctique, il y a une période où il y a l'eau de mer gèle. Et puis, il y a on va se former des cristaux de sel. Là, voilà, la saumure va descendre au fond des océans. Mais ça, c'est pas la vérité. Comme c'est des particules qui viennent de la surface, capturer de l'oxygène. Et c'est cet oxygène-là, avec ces gaz-là, qui vont créer tous les éléments, ce sont les éléments de la vie. Ce qui se passe là, ça c'est en mer. D'accord? Mais quand il y a des éruptions volcaniques, c'est en général ce que nous on perçoit régulièrement, c'est ce qu'on a sur le continent, c'est-à-dire par mer. D'accord? Et alors là, les gaz sont rejetés, dans l'atmosphère et puis sur la Terre. Et ces laves-là, en contact avec l'air qui nous entoure dans l'atmosphère, vont constituer d'autres éléments. Donc, dans l'océan, ces gaz qui sortent, qui sont issus de ces éruptions volcaniques sous de la mer, vont aussi être oxygénés grâce à l'oxygène qui provient des saumures de l'Antarctique. Et donc, tout est lié en réalité. Et ça va former des éléments très, très intéressants, très importants pour la vie. Donc, on va suivre ça. Ils réagissent avec l'oxygène pour donner des substances riches en nutriments. L'eau de mer, désormais saturée en minéraux, émerge alors à travers des cheminées hydrothermales. Ces concrétions semblent héberger des organismes vivants. Les bactéries sont les premières à les coloniser. Dans cet environnement si fertile, les micro-organismes. À terme, des créatures plus complexes vont se nourrir de ces micro-organismes avant d'être engloutis à leur tour. L'abondance de nutriments est telle que le surplus est charrié par les courants océaniques à travers le globe et enfin jusqu'à la surface. D'autres courants érodent les continents et libèrent les minéraux contenus dans la roche. Dans les eaux poissonneuses au large du Pérou, les courants océaniques riches en nutriments remontent vers la surface aux abords du continent sud-américain.
phytoplancton, un plancton végétal microscopique, se développe grâce à l'énergie solaire. Ces organismes monocellulaires prospèrent en fixant le gaz carbonique contenu dans les molécules d'air. Lorsque les eaux de surface sont exposées à une lumière suffisante, la prolifération exponentielle du plancton devient visible depuis l'espace. Au bout de 24 heures, les eaux côtières virent du bleu au vert sur une zone de 500 km². L'efflorescence de phytoplancton déclenche un des plus grands rassemblements d'animaux marins du globe. Les remontées de nutriments depuis les profondeurs occasionnent de nombreuses efflorescences de phytoplancton à travers le monde. Ce phénomène, représenté ici par de longs rubans verts, peut couvrir jusqu'à 20% des océans de la planète. Le plancton est la base de la chaîne alimentaire. Il contient les minéraux essentiels aux milliards de créatures vivantes qui peuplent les océans. Ces minéraux ont passé des millions d'années à circuler au cœur de notre planète et forment désormais les briques élémentaires de la vie marine. En l'espace de 24 heures, le plancton qui n'a pas été englouti s'enfonce à nouveau dans les abysses. Il emporte le carbone et les minéraux ingérés jusqu'au fond des océans. Il va rester là plusieurs milliers d'années et former une couche de sédiments organiques d'1 kilomètre d'épaisseur. Une grande partie de ce plancton émergera au cours de l'étape suivante du cycle. Elle fournira les substances chimiques essentielles à la continuité de la chaîne de la vie, mais cette fois sur la terre ferme. Ce processus joue un rôle crucial dans la nourriture que nous mangeons, comme dans l'air que nous respirons. Il contribue même au maintien de notre principal réservoir de biodiversité, la forêt amazonienne. Mais pour voir ce processus anal, il faut se rendre dans une région très aride. Le sable. Le désert du Sahara était une fleuve couverte de végétation luxuriante. Mais aujourd'hui encore, cette étendue desséchée joue un rôle essentiel pour le cycle de vie sur la Terre. Nous sommes au mois de mai, au plus fort de la saison sèche. Les troupeaux de chameaux progressent à travers l'une des régions les plus exposées du Sahara, une ancienne mer intérieure qui s'est asséchée il y a 5000 ans, la dépression de Podélé. Le sol qu'il foule, la diatomée, est constitué de plancton fossilisé, la diatomite.
C'est un sol riche en composés ferrugineux et phosphoreux, deux éléments indispensables à tous les organismes vivants. Plus incroyable encore, ces grains de sable vont, en l'espace de 6 jours, insuffler la vie dans une forêt tropicale située à des milliers de kilomètres. Il suffit qu'une seule de ces particules s'éloigne pour que le processus de malaisance recommence. La diatomée reste en suspension dans les airs avant d'être transportée par les vents. Elle est bientôt suivie par d'autres particules microscopiques. Ces images de synthèse, réalisées à partir des données du satellite Météosat, révèlent la fréquence quotidienne des nuages de poussière. Ici, le nuage se forme au-dessus du désert. Les poussières se soulèvent chaque jour, à midi, avec une exactitude chronométrique. Le processus microscopique se transforme en une gigantesque tempête de poussière qui s'élève à une centaine de mètres et s'étend sur plusieurs kilomètres. Le nuage de plancton fossilisé balaie l'Afrique de l'Ouest. Au niveau des côtes occidentales, la poussière s'élève dans l'atmosphère et entame un long voyage au-dessus de l'océan Atlantique, poussé par les vents dominants. Les satellites ont révélé que 54 poussières sont transportées chaque jour à 8000 km d'ici. C'est là, dans le ciel de la forêt tropicale, que le plancton fossilisé entame une nouvelle vie. Les minéraux qui constituent les grains de poussière se dissolvent pour former des gouttelettes qui retombent avec la pluie sur la forêt amazonienne. Les précipitations augmentent tout au long de la saison des pluies. 40 millions de tonnes de poussière africaine se déversent sur une forêt. Le plancton fossilisé s'infiltre dans le sol et dans les racines des arbres, revitalisant la forêt. Le processus de fertilisation de l'Amazonie par la poussière du Sahara est devenu visible grâce aux satellites. Les instruments scientifiques de l'engin spatial sont si sensibles qu'ils peuvent observer la migration des particules vers l'Amazonie. Mais ils permettent aussi de mesurer la croissance de la canopée depuis l'espace. On peut ainsi observer ce qui se passe à la fin de la saison des pluies, lorsque le soleil réapparaît. Pour la première fois depuis 6 mois, les rayons du soleil illuminent directement la forêt. Il s'ensuit une formidable poussée de la végétation.
En moins de 10 jours, le nombre de feuilles est multiplié par 4. Une vague de verdure submerge le continent. La migration des poussières de Baudelaire vers l'Amazonie n'est qu'un des processus parmi les milliers d'autres, analogues, qui répartissent les minéraux essentiels à travers les différents écosystèmes du globe. Qu'ils soient issus des déserts, des montagnes ou des sédiments anciens, chaque processus participe à l'élaboration de la vie. Tous les sols de notre planète dépendent de ces processus. Les grandes plaines du nord de l'Amérique sont constituées de dépôts provenant des périodes glaciaires, propices à la production de blé et de maïs. Au Bangladesh, le delta du Gange est riche en fer issu de l'érosion des massifs de l'Himalaya, un ingrédient essentiel à la culture du riz. D'autres minéraux sont transportés autour du globe par les vents, l'eau et la glace. Grâce à ce processus, la végétation a pu refaçonner notre planète. Les plantes sont bien plus qu'un simple produit des sols. C'est une force puissante qui a transformé la Terre pendant des millions d'années. Elles ont modifié la composition de l'air et ont défini l'espèce humaine telle qu'elle est aujourd'hui, en façonnant de nombreux aspects de notre corps et de notre esprit. Voici un autre aperçu de la Terre, vue de l'espace. Cette animation générée par les fluctuations quotidiennes de l'oxygène et du dioxyde de carbone, des gaz invisibles. Ces éléments vitaux ne sont pas le fruit d'un processus géologique. Ils proviennent de milliards de petites respirations au niveau du sol. Pour comprendre ce mécanisme, il faut retourner en Amazonie. Cette forêt tropicale a environ 55 millions d'années. C'est l'un des plus anciens systèmes vivants de la planète. Elle abrite une biodiversité qui concentre près de la moitié de la vie sur Terre. Une vaste étendue de verdure qui s'étend sur 5 millions et demi de kilomètres carrés. Comme l'Antarctique ou le désert du Sahara, ce vieil écosystème joue un rôle vital dans les rythmes de notre planète. Dans ce cas précis, le processus débute dans de minuscules pores situés sous des milliards de feuilles. Pendant la journée, la feuille fixe le dioxyde de carbone présent dans l'air. Elle convertit le carbone en sucre et libère un gaz volatile, l'oxygène.
Au cours de sa vie, un arbre en libère ainsi plusieurs millions de mètres cubes. Chaque jour, la forêt amazonienne fabrique 1/5 de l'oxygène de notre planète. Considéré comme la Terre. À présent, les satellites nous permettent de voir que les choses ne sont pas aussi simples. Grâce aux observations satellites, on a constaté qu'au cours de la nuit, la forêt amazonienne réabsorbait la plupart de l'oxygène produit durant la journée. Pour libérer un excédent d'oxygène, il faut donc une étape supplémentaire. Alors, d'où vient l'oxygène qu'on utilise sur la Terre? Toutes les 24 heures, la forêt tropicale déverse 2 millions de tonnes de sédiments dans le fleuve Amazon. Les sédiments dérivent jusqu'au delta de l'Amazone, à 6000 km à l'est. Le plancton présent dans l'eau absorbe les sédiments. Grâce aux rayons du soleil et au dioxyde de carbone présent dans l'air, le plancton connaît une nouvelle croissance exponentielle. L'efflorescence accrue libère une telle quantité d'oxygène qu'elle est visible depuis l'espace. La moitié de l'oxygène de notre atmosphère provient de ces efflorescences de plancton. Ces créatures minuscules sont les véritables poumons de la Terre. Elles maintiennent l'équilibre de l'air et, à terme, permettent de passer à un autre maillon de la chaîne de la vie. Une atmosphère riche en oxygène volatile est à l'origine de créatures plus complexes. Des créatures capables de se mouvoir rapidement grâce à leur queue, leurs ailes, leurs bras et leurs jambes. En réalité, l'équilibre gazeux dans l'air définit la taille de nos corps et détermine presque tout ce que nous sommes. L'oxygène semble cependant avoir un inconvénient. Il est si volatile qu'il peut déclencher des réactions violentes et incontrôlables. Le feu en est la plus meurtrière. Et une fois encore, l'enfer des flammes n'est qu'une autre pièce de ce puzzle complexe qui constitue la Terre. Et le cri de gousse ici avec la rivière aussi. Tout ça, c'est le projet. Nous sommes au mois d'octobre, au Canada. Un gigantesque incendie ravage l'État du Yukon. En moins d'une semaine, les flammes vont dévaster 25 000 km² de forêt. Au même moment, en Sibérie, 4000 hectares de forêt brûlent. Et ce n'est là qu'un petit aperçu de l'influence du feu sur le globe. Ces milliers de petits points rouges représentent plus d'1 million de km² de forêt qui partent chaque jour en fumée. Le feu
est un autre système remarquable de la Terre. Il joue un rôle essentiel dans le cycle de la vie. La forêt boréale du nord du Canada est un endroit idéal pour pouvoir. Cette vaste forêt d'épicéas entretient une relation particulière avec le feu. Ici, le froid est si intense que les arbres morts ou malades ne disparaissent jamais. Le bois renferme les ingrédients nécessaires au déclenchement d'une nouvelle vie. Mais si rien ne se produisait, il faudrait des siècles avant que ces arbres ne se décomposent. Le feu peut ramener ce processus à quelques heures. La plupart des feux de forêt d'origine naturelle sont déclenchés par la faune. Les épicéas sont le combustible idéal. Ils s'embrasent et brûlent avec une telle facilité qu'une simple étincelle suffit à les enflammer. Voici comment l'oxygène porte son coup fatal. Lorsque l'air se réchauffe, l'oxygène se combine avec les atomes de carbone présents dans le bois des arbres. L'effet génère de la chaleur qui accélère le processus de combinaison et engendre encore davantage de chaleur. Les flammes s'intensifient. Pendant que l'incendie fait rage, les plantes libèrent l'énergie solaire accumulée au fil de leur croissance. Le feu n'est rien d'autre. Lorsque nous regardons la flamme, nous observons en réalité la puissance du soleil se libérer de la matière vivante dans laquelle elle s'est accumulée au fil du temps. L'épinette est une espèce d'épicéa qui disperse ses graines dans le sol sombre, laissé par le passage des flammes. Depuis l'espace, on peut observer les effets liés au feu de forêt. Une poussée de verdure à chaque instant. Les feux de forêt entretiennent l'équilibre d'un habitat sur Terre. Sans eux, certains écosystèmes stagnent au lieu de se régénérer. Les satellites révèlent comment le feu, les conditions climatiques, l'eau et la glace contribuent à entretenir le cycle de la vie. Ces éléments travaillent ensemble au sein d'un système complexe et très ancien. Mais les satellites n'en sont qu'au début de leur découverte. Ils peuvent explorer et analyser la manière dont notre planète réagit aux influences extérieures, et notamment à la plus puissante de toutes, celle du Soleil. La lumière du Soleil agit sur les vents et les conditions climatiques de notre planète. La plupart des précipitations du globe sont déclenchées par le rafraîchissement nocturne de l'air. L'espèce humaine est soumise au même rythme circadien, le rythme biologique d'une journée. Elle est conçue pour répondre à l'afflux d'énergie quotidien du Soleil. Les cellules de notre corps ont besoin de la lumière solaire pour fabriquer les vitamines indispensables à la peau.
constitue une opération chimique fondamentale de ces séquences. Nous avons transformé notre planète en exploitant le système complexe qui nous a créés. Notre capacité à contrôler notre environnement a provoqué une croissance rapide de notre population et s'est traduit par notre prédominance en tant qu'espèce. Aujourd'hui, notre influence est visible sur 80% du globe. Le fleuve de l'être humain. Nous avons même étendu notre territoire à l'espace. Nous commençons seulement à déchiffrer le fonctionnement du monde et la place que nous y occupons. C'est un moment crucial dans l'histoire. Il suffit de contempler notre planète à travers l'œil des satellites pour comprendre que nous sommes devenus une force qui l'influence. Nous fabriquons déjà plus de nitrates que les éclairs. Nous propageons davantage de soufre dans l'air que tous les volcans réunis. Et nous émettons plus de CO2 que la forêt amazonienne ne peut en absorber. Nos villes génèrent des particules, provoquent des orages électriques et ont une incidence sur le niveau de précipitation. Nous avons un impact sur un grand nombre de cycles naturels. Vu de l'espace, l'influence de l'espèce humaine peut être perçue comme un processus naturel. Les gaz émis par les navires et les avions, les voitures et les centrales nucléaires sont le produit d'une espèce que la Terre a elle-même engendrée. Mais il y a une nuance capitale. À la différence des volcans, des courants océaniques ou de l'oxygène relâché par les forêts et le plancton, nous avons le choix de nos actes. Aujourd'hui, les satellites nous permettent de prendre la mesure de notre impact sur le monde. À nous de faire désormais des choix avisés dans l'emploi et le respect de ces ressources. Les yeux que nous avons placés dans l'espace nous indiquent comment préserver l'équilibre naturel du monde. Il ne tient qu'à nous. J'ai dû sauter une partie, enfin avancer ça pour échanger un peu sur ce que concernant ce document, il fait vraiment le tout ce qui concerne l'étude. Bon, vous avez suivi ce document-là et j'aimerais savoir ce que vous avez retenu. Qu'est-ce que vous avez retenu? Oui, passez par, je ne dis pas de donner tout ce que vous avez retenu sur tout l'ensemble, il y a des points, sur les thématiques sur lesquelles on peut échanger. Il y a un point précis, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a... ce que vous pouvez dire là-dessus? Quels commentaires vous faites? Est-ce que M. Kwasi est en ligne? Oui, professeur, je suis en ligne. Oui, ok. Vous pouvez toujours aussi intervenir hein, pour dire ce que vous avez pu noter dans ce document vidéo là, concernant le climat de la Terre sous influence. Professeur, je n'ai pas saisi la question. Je voudrais savoir ce que vous retenez de ce document-là, qui parle de la Terre sous influence, notamment du climat.
de l'environnement. D'accord, professeur. Moi, j'ai suivi la vidéo. Déjà, à un moment donné, ça s'entrecoupait. Donc, j'ai essayé de retrouver la vidéo en ligne Oui, pour pouvoir suivre avec vous. Voilà. Alors, la vidéo nous parle de plusieurs phénomènes. Déjà, ce qui se passe un peu à l'intérieur de la Terre. oui, Voilà. Et puis, l'autre élément, c'est ce qui se passe aussi dans les océans, qui a une influence aussi sur le climat. oui, À ce niveau, il y avait l'orientation des vents dans le pôle nord et dans le pôle sud, oui, qui avait été accentué, qui avait un impact. Et puis, des différents éléments qui se passent sur la Terre. Et on avait vu qu'au niveau des océans, il y avait des phénomènes qui influençaient le développement des êtres vivants autant dans les océans que sur la Terre. On avait vu qu'à partir de la position des satellites, plusieurs événements pouvaient être observés oui. et que la Terre était un système en permanente mutation avec les différents éléments en interne. D'accord. Quels sont les éléments clés dans cette étude-là, dans cette vidéo-là, concernant le climat? Ce sont les éléments clés, oui. Soleil et l'océan. Le soleil et l'océan. C'est-à-dire que le soleil, c'est la vie même, la vie, c'est une croix. Vous voyez, pour donner vie à un être humain ou à toutes les espèces, c'est le croisement d'un mâle et d'une femelle. Donc, le croisement de l'eau, la nature de l'eau, de l'air et de le feu donne naissance à la vie. C'est-à-dire tout part de là. Donc, quand vous parlez du soleil et de l'eau, c'est cette interaction-là qui permet de voir tous les processus que nous avons vus sont liés au fait qu'il y a une forte interaction entre le soleil et puis les océans. Cette influence-là, cette interaction est un élément très très important pour la vie. Et dans toute chose, dans toute vie, je vous dis que quand vous prenez les plantes, quand vous prenez les animaux, et tout ça, il faut un croisement entre le mâle et la femelle. Pour le climat aussi, vous comprenez bien que on ne peut pas étudier le climat. Si on veut comprendre le climat, il faut bien observer les océans, tous les processus qui s'y déroulent et aussi bien observer ce qui se passe dans l'atmosphère. Mais cette atmosphère, il y a un élément important, c'est l'air, c'est un fluide, et puis dans l'océan aussi, c'est l'eau. Et il y a le courant aérien, et puis aussi vous avez le courant marin. Ces courants marins et ces courants aériens vont redistribuer les énergies, vont repartir les énergies au niveau de la surface de la Terre. Alors, une notion très importante là-dedans, c'est la quantité de vapeur d'eau qu'on a en permanence à l'atmosphère. La vapeur d'eau va jouer un rôle très très important dans l'atmosphère. Et aussi, on a vu que avant qu'on ait la mission des satellites dans l'espace, tous ces processus, la plupart de ces processus, on ne pouvait pas les comprendre. On ne pouvait pas les comprendre. Je vous ai dit que quand on avait sur le Météosat, les premières générations des Météosat, il y avait le canal visible, il y avait le canal infrarouge thermique, et puis le canal vapeur d'eau. Mais personne ne s'intéressait aux données fournies par le canal vapeur d'eau, parce qu'on ne comprenait pas le rôle qui était joué par les données fournies par ce canal vapeur d'eau de Météosat.
Mais depuis le lancement de cette génération, une nouvelle génération de satellites qui sont autour de la Terre, beaucoup de processus ont commencé à dévoiler leur secret. Quand on ne savait pas que les masses de poussière qui s'élèvent du Sahara pouvaient être à l'origine de l'élargissement des terres en Amazonie. Mais le fait d'avoir une observation quasi permanente permet de pouvoir suivre ce transport de matière de ces zones-là, ces zones désertiques, vous savez, vers la zone amazonienne. Et c'est aussi un élément très, très important. Et je pense que ce n'est pas à moi de faire la synthèse, c'est à vous de faire la synthèse. Donc, j'aimerais vous demander, j'ai proposé 5 sujets. J'ai proposé 5 sujets. Le premier sujet, c'est les ouragans ou les cyclones tropicaux. Quelles sont les causes des ouragans? Pourquoi ces ouragans-là sont dangereux? On a vu qu'ils sont effectivement dangereux. Puis, je pense que dans cette étude, dans cette thématique-là, il faut donner aussi quelques noms d'ouragans. En général, ces ouragans-là, on leur donne des noms féminins. Je sais pas si c'est bien ça, non? Les ouragans portent des noms de femmes. Ils sont aussi nerveux que les femmes. Imprévisibles. Ah, c'est. D'accord? Parce que je peux faire d'autres commentaires. Donc, le premier sujet, un premier groupe va travailler sur les ouragans ou les cyclones tropicaux. Un premier groupe. Vous êtes au total combien? Vous êtes au total combien? À repartir sur 5 thèmes. Nous sommes 23, monsieur. Il y a des 15 ans. 15 plus, il y a ça, nous sommes 16, 22 étudiants. 22 étudiants. À repartir en 5 question que je pourrais vous poser aussi, c'est quelles sont les thématiques que vous pouvez tirer à travers ce document-là vidéo? Oui, question. Qu'est-ce que vous retenez de ça? C'est-à-dire, quelle thématique? Allô, professeur? Oui. Allô, professeur? Oui, je vous entends. Savoir les différents sujets étaient déjà proposés. Est-ce que les répartitions, nous les avons? Non. Les sujets déjà en ligne? On est en train de les concevoir. D'accord. J'ai souhaité que vous me dégagiez des sujets sur lesquels on va travailler. Les sujets, à travers ce document-là, quels sont les sujets qu'on peut aborder? Donc, le premier que je vous ai donné, j'ai dit, il s'agit des ouragans et des cyclones ou cyclones tropicaux. Oui. C'est relation soleil, océan, végétation. Bon, je vais noter ça. Soleil. Soleil quoi? Soleil, océan, végétation. Bon, on va noter ça et puis après on verra. Et quel autre sujet vous proposez encore? J'avais proposé la mousson indienne et africaine. Le rôle, c'est-à-dire définition, leur rôle et tout ça. Vous allez me définir ce que c'est que cette mousson apporte à la vie. Et puis, l'autre sujet, c'est le rôle des satellites dans l'étude.
Vous avez 3 sujets déjà, n'est-ce pas? Votre camarade parle soleil, océan, végétation. Dans l'étude du climat. Oui. Je vous attends sur d'autres sujets par rapport à ce que vous avez vu. Est-ce qu'il y a des sujets intéressants que vous pourrez, dont on pourrait discuter, ça, qui pourront faire l'objet d'une présentation? Oui. Moi, je vais plutôt regarder le plan des êtres humains sur le climat. L'influence des êtres humains sur le climat. D'accord? L'influence des êtres humains sur le climat. L'activité humaine. Hein? Les activités humaines sur le climat. Sinon, c'est l'impact de l'activité humaine sur le climat. Oui, vous n'avez pas d'autres éléments? Je voulais quand même qu'on parle des aérosols. Les aérosols, le rôle des aérosols dans le truc. Ce qui est aérosol. Bon, peut-être on me dira que ça fait partie des activités humaines, mais ou bien le sujet sur le phytoplancton. Quel est le rôle essentiel joue le phytoplancton? Pas nécessairement sur le climat, mais dans la vie, dans notre. Quel est le rôle que joue le plancton? Monsieur, vu qu'ici, il y a exploité dans le domaine de l'agriculture, on peut donner sur le domaine de l'agriculture. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut définir? Mais la mousson, c'est selon le climat, mais c'est aussi la nature. Hein? On pourrait aussi parler Variation des saisons. Dans l'étude des saisons. On note tout ça là-bas, et puis après. Le rôle du plancton. Oui, monsieur Kwasi, vous avez un sujet? Bon, un peu, lorsque vous avez parlé du plancton, je pensais plutôt à l'évolution de la vie aquatique, influence du climat et évolution de la vie aquatique. Mais ça rentre dans le cadre de l'étude des planctons aussi. Ah oui, vous voulez aller un peu plus loin, pour inclure le plancton dans un sujet plus vaste. Plus vaste, oui, professeur. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Évolution de la vie aquatique et l'influence du climat sur l'évolution de la vie aquatique, par exemple. Moi, je vais plutôt avoir un sujet sur la biologie marine. Sur la biologie marine. Peut-être même un sujet sur les apollines. Les apollines
et biologie marine. Et puis un sujet sur El Niño. Sur El Niño et la Niña. Quelle est son importance? Quelles sont les conséquences et l'impact qu'on observe à l'échelle mondiale? Donc, un sujet sur El Niño. L'étude des saisons, bon, je pense que c'est très restrictif. Bon, si on résume, le premier sujet, ce serait les ouragans ou cyclones tropicaux. D'accord? Ça, on le retient. Hein? Après, on va faire la répartition. Hein? Donc, on note les ouragans ou cyclones tropicaux. Ensuite, 2, la mousson indienne et africaine. Quelle importance de ce phénomène? Troisièmement, le rôle des satellites dans l'étude du climat. Le rôle des satellites dans l'étude du climat. Quatrièmement, je note El Niño. El Niño. Cinquième, quelle est l'influence des activités humaines sur le climat? L'influence des activités humaines sur le climat. Sixièmement, j'aimerais plutôt mettre océan et climat. Océan, atmosphère et climat. Atmosphère et climat. OK. On résume. Le premier sujet porte sur les ouragans ou les cyclones tropicaux. Le deuxième, c'est la mousson indienne et la mousson africaine. Quelle est l'importance? Troisièmement, le rôle des satellites dans l'étude du climat. Quatrièmement, le phénomène El Niño. Cinquièmement, influence des activités humaines sur le climat. Sixième, océan, atmosphère et climat. Septièmement,
rôle des apollines sur le climat et l'activité biologique. Rôle des apollines sur le climat et sur les activités biologiques. Biologiques marines. Donc, on en a 7. Vous les avez notés? Le 6e, c'est océan, atmosphère et climat. 7e, rôle des apollines sur le climat et sur les activités biologiques marines. C'est bon? C'est tout bon? Bon, maintenant, on va faire la répartition pour ceux qui sont déjà présents. Ou bien, je laisse ce rôle-là au délégué. Hein? Je laisse ce rôle-là au délégué et qu'aujourd'hui, c'est mercredi. C'est bien ça? Jeudi, je suis en recul. Jusqu'en lundi, il faut que j'ai les noms des groupes avec des sujets. Et je vais vous donner combien de semaines pour faire ça. Combien de temps pour faire ça? 2 semaines? 2 semaines. Et la présentation orale. Ok? C'est bien ça? On est d'accord, hein? Et tous les étudiants participent. Il ne faudrait pas qu'il y en a 7, 22 par ça, il y en a en moyenne 3. Un groupe de 4. Mais il faut veiller à ce que tout le monde travaille sur les différents sujets. Il ne faut pas qu'il y ait 2 qui travaillent et puis il y a 2 autres, il y a un autre qui n'est rien du tout. Et c'est pour cela que souvent je fais présentation orale plus écrit. Puis pour voir si chacun vraiment a travaillé écrit, là on sait que c'est lui qui a travaillé. Tout seul. Donc, la présentation, c'est 10 minutes. 10 minutes. Avec les questions, 5 minutes. C'est donc 15 minutes en moyenne. Bon, 2 heures. 2 heures. 2 heures. Donc, je souhaite que le délégué, c'est qui? Oui, il y en a, ils sont 2. Donc, peut-être 2, n'est-ce pas? Vous faites la répartition, vous gérez ça et vous m'envoyez ça par mail. Vous m'envoyez ça par mail. J'aurai un tableau où il y a le nom, les noms des étudiants en face, il y a le sujet. D'accord? Et puis, donc, on fera la présentation dans 2 semaines. C'est-à-dire, ici, c'est le 3 ou 4. Donc, autour du 20 mars, on va faire la présentation. On se choisira une demi-journée pour faire la présentation. Mais ça permet à chacun d'approfondir l'un des thèmes. Hein? Quand on parle, par exemple, de la notion interne et africaine, on a l'importance sur le climat, l'importance sur l'agriculture. Parce que joue un rôle très important pour la famille. Joue un rôle très important sur le climat. Et puis aussi au niveau de comme l'autre il est en ligne, monsieur Kwasi. Monsieur Kwasi. Oui, professeur.
Oui, on a fini hein, pratiquement. D'accord, professeur. Oui, donc, les délégués vont se charger de faire la répartition avec vous hein, des sujets, D'accord, professeur. Oui, oui. les noms en face, et puis bon, dans 2 semaines, on fait la présentation. D'accord, professeur. Donc, on peut arrêter maintenant parce que l'enregistrement. Demain.